aux origines du dialogue humain, paroles et musique. Ce colloque est le 8e, en fait. Le premier colloque a eu lieu en 2001, et toute une série de colloques régulièrement ont eu lieu sur des thèmes aussi variés que la vérité dans les sciences, gènes et culture, les espaces de l'homme, l'homme face au climat, croyances, raisons et déraisons, l'homme artificiel au service de la société. Et l'année dernière, nous avons traité ici de l'autorité. Ces colloques qui ont été initiés grâce à une initiative de Jean-Pierre Changeux illustrent très bien, je pense, l'interdisciplinarité de notre collège, puisque nous cherchons à croiser les différentes disciplines entre elles et de donner ainsi à un public averti, nombreux, je vois, au fond, l'essentiel d'un grand sujet de société, en traitant ce sujet avec rigueur, précision scientifique, en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Et je remercie tout particulièrement nos collègues étrangers de se joindre à nous aujourd'hui. Alors, le comité scientifique qui a été réuni avec Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene et Antoine Compagnon et Christine Petit a élaboré un superbe programme avec en plus la participation d'un collègue qui ne peut malheureusement pas être là, mais qui a été titulaire de la chaire de création artistique en 2006-2007, qui est Pascal Dussapin et qui est à la Fenice à Venise. Et donc, il se joint à nous de loin. On aimerait être aussi un petit peu à la Fenice, mais nous ne pouvons pas. Il faut être ici au collège et traiter sérieusement du sujet dont on va parler tout de suite. Alors, tous ces colloques sont financés par la Fondation Hugo du Collège de France, il faut que vous le sachiez. Ils sont tous édités aux éditions Odile Jacob et le colloque de l'année dernière de l'autorité vient de paraître et je vous suggère vivement, si vous êtes intéressé à ce sujet qui me semble d'actualité, de regarder de près ce livre qui est, je pense, superbe et tout à fait d'actualité. Voilà, ce colloque sera diffusé en direct sur notre site Internet, en audio et en léger différé pour ce qui est de l'audiovisuel. Mais tous nos colloques de rentrée peuvent être téléchargés ainsi sur le site web du Collège de France. Et je me permets de vous rappeler la remarquable fréquentation de notre site web, plus de 4000 visiteurs indépendants chaque jour et plus de 2 500 000 heures de cours téléchargés l'année dernière. Et ces cours ne correspondent, si je puis dire, qu'à 15 collègues. Donc, ceci dit, l'importance de la diffusion par différentes manières, différents médias. Et je suis heureux que ce colloque puisse ainsi être diffusé plus largement que simplement la diffusion, enfin l'audience physique d'aujourd'hui. Je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Changeux ou à Stanislas Dehaene pour pouvoir introduire ce colloque sur le plan scientifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce colloque intitulé « Aux origines de la communication humaine, du dialogue humain, paroles et musique ». Permettez-moi de commencer par remercier tous ceux qui ont contribué à l'organiser, notamment Jean-Pierre Changeux, Antoine Compagnon, Pascal Dussapin, Christine Petit et toute l'équipe du collège, et notamment Sophie Benita et Florence Terrasse-Rioux. Un seul chiffre suffira à introduire notre sujet, 40 milliards de dollars, peut-être peu dans le contexte actuel, néanmoins c'est l'ordre de grandeur du marché de la musique dans le monde. Chacun est prêt à dépenser des sommes importantes en appareils de haute fidélité, en baladeurs, en disques, dont la seule fonction n'est après tout que de dispenser quelques vibrations sonores, mais des vibrations capables de nous émouvoir au plus profond de nous-mêmes. J'écoutais tout récemment une interview du pianiste Glenn Gould, qui expliquait qu'il n'aurait pas pu imaginer sa vie sans une immersion totale dans la musique et qu'il aurait été profondément malheureux au XIXe siècle où les moments musicaux étaient rares et souvent réservés à l'élite. Aujourd'hui, probablement chacun d'entre vous, aménage et transporte sur lui sa bibliothèque digitale et chaque heure de trajet dans les transports devient une heure de musique. Le puissant attrait qu'exerce la musique sur notre cerveau reste inexpliqué à ce jour.
Et cette question des origines et du rôle de la musique dans le dialogue humain se situe au cœur du colloque que nous vous avons préparé. D'où provient, par exemple, le sens de l'harmonie, et pourquoi percevons-nous certains accords comme consonants et d'autres comme dissonants? Pourquoi la gamme majeure nous paraît-elle vive et gaie, tandis que la gamme mineure nous semble effacée et introspective? Ces messages musicaux varient-ils radicalement selon les cultures et les époques, ou bien font-ils appel à un petit jeu d'éléments invariants, universels, tels que l'octave, la quinte, le rythme binaire ou le rythme ternaire? Ces éléments sont-ils propres à l'espèce humaine, ou bien se retrouvent-ils, au moins en germe, dans les comportements de communication d'autres espèces animales, tels que les chants des oiseaux? Notre cerveau a-t-il évolué pour la musique? Et si oui, quelle en est la fonction primaire? Communication sans langage, délimitation du groupe social, renforcement des liens affectifs peut-être? Ou bien, la musique n'est-elle, comme le propose notre collègue le psychologue cognitif Steven Pinker, qu'une construction humaine récente et savante, ce qu'il appelle, avec un peu de clin d'œil, une sorte de pâtisserie auditive, un artifice concocté dans le seul but de titiller les points les plus sensibles de nos facultés mentales? L'une des hypothèses les plus séduisantes, c'est que la compétence musicale dérive de la faculté de langage propre à l'espèce humaine. Paroles et musique partagent en effet de nombreux traits communs, dont le plus évident est une organisation hiérarchique par laquelle des éléments simples, les notes ou les phonèmes, se recombinent pour former à plusieurs niveaux successifs des structures de mots, de syntagmes et de phrases enchâssées. Certes, l'origine du langage n'est pas moins disputée que celle de la musique, au point que cette question, on le sait bien, a été bannie officiellement des débats de la Société de linguistique de Paris. Cependant, nous avons pensé que des outils nouveaux, issus de l'imagerie cérébrale et de la génétique moléculaire, permettraient d'en reprendre l'analyse. En préparant ce colloque, nous avons pensé qu'il serait particulièrement intéressant de s'interroger sur les parallèles entre l'évolution de la musique et celle du langage parlé. Peut-on vraiment parler d'un langage musical? Existe-t-il une forme de parenté entre les sonorités émises et traitées par l'un et l'autre système? Ou bien, au contraire, faut-il affirmer avec Richard Wagner que la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots? Au-delà des premières étapes du traitement acoustique, les messages linguistiques et musicaux empruntent des voies partiellement différentes, nous le verrons dans le colloque, dans notre cerveau. Cependant, la poésie, le chant, et tout particulièrement l'opéra, bien sûr, font s'entrecroiser langage et musique en une seule et même œuvre. Est-ce à dire qu'une seule et même grammaire universelle, nous en discuterons, préside à l'organisation du langage parlé et de la musique? Si j'espère que les conférences qui vous seront proposées aujourd'hui et demain jetteront une lumière nouvelle sur ces questions, je sais d'avance qu'elles ne les résoudront pas. Ni l'émotion musicale, ni la question difficile des origines de la communication humaine ne se laissent facilement mettre en équation. C'est pourquoi nous avons voulu, particulièrement avec Christine Petit, qui est à l'origine de l'idée de ce colloque, que ce colloque soit aussi l'occasion tout simplement d'entendre de la musique et de vibrer avec elle. Et je remercie la soprano donatienne Michel Danzac d'avoir accepté en fin d'après-midi, lorsque notre cerveau aura été bien empli d'informations linguistiques de toutes sortes, de nous enchanter avec les étranges déclamations musicales d'Hector Parra et de Georges Apergis. Merci également à l'IRCAM d'avoir relevé le pari d'installer au Collège de France quelques-uns de ces célèbres équipements d'informatique musicale, afin de nous laisser entrevoir ce que deviendront peut-être la parole et la musique lorsque les machines entreront dans la partie. Mais assez de ce monologue, et place au dialogue. Et j'invite à présent donc Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège de France et auteur bien sûr de L'Homme de Rônal et de L'Homme de Vérité, entre autres, à introduire ce colloque par quelques réflexions sur un sujet qu'il avait traité dans son cours en ces lieux il y a quelques années, les bases neurophysiologiques de l'harmonie. Merci beaucoup Stanislas. Je vais vous donner quelques informations sur le cerveau en général et peut-être donner quelques fondements neurobiologiques à ce que vient de nous présenter Stanislas d'une manière extrêmement précise. Je voudrais d'abord rappeler que le cerveau de l'homme peut être considéré comme la synthèse de multiples évolutions, et si nous voulons débattre entre nous de parole et musique, nous devons nous rappeler que l'espèce humaine est issue d'ancêtres, depuis des ancêtres communs aux grands primates, et qu'il doit s'être passé une divergence entre parole et langage à un certain moment, j'y reviendrai, de l'évolution des ancêtres de l'homme, et que cette évolution est de type génétique. Il existe aussi, bien entendu,
une évolution propre à chaque individu qui est de type épigénétique, où au cours du développement de la connectivité de l'encéphale, certaines distributions de connexions sont stabilisées, d'autres éliminées. Et lorsqu'on parle de langage et de musique, évidemment, on a à débattre de prédispositions innées, mais aussi, et bien entendu, d'une empreinte culturelle. Et dans le cas de la musique, ça est particulièrement sensible à propos du tempérament, dont il sera peut-être discuté au cours de ce colloque. Je voudrais aussi ajouter que notre cerveau est éminemment plastique, en plus que de cet aspect épigénétique lié au développement essentiellement postnatal. Nous avons les uns et les autres dans notre cerveau des communications intercellulaires extrêmement flexibles, et cela dû au changement d'efficacité de nos contacts synaptiques dans des domaines de temps de quelques millisecondes. Donc, nos communications cérébrales vont limiter la perception de signaux sonores à des domaines de temps qui sont évidemment beaucoup plus longs, puisqu'il s'agit de la milliseconde, la centaine de millisecondes ou autre, que dans nos ordinateurs, les communications électroniques qui peuvent se produire entre processeurs. N'oublions pas que dans le cas en particulier du langage, mais évidemment bien entendu également de la musique, en plus de ces évolutions au niveau de l'individu, des évolutions sociales et culturelles se sont produites, et cela au cours de milliers, voire de millions d'années, et que une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est de stocker en dehors de son cerveau des mémoires plus stables que nos mémoires cérébrales, par exemple par l'écrit. Et n'oublions pas qu'on peut écrire le langage, mais aussi la musique. Stanislas a souligné cet aspect hiérarchique. Je soulignerai également l'aspect parallèle, puisque précisément notre cerveau est capable de traiter, peut-être même simultanément, dans le cas du chant, paroles et musique, et que nous ne pouvons pas évidemment tenter d'expliquer quoi que ce soit de l'une et l'autre de ces productions sociales simplement au niveau moléculaire, bien que, je l'ai dit, il existe une contrainte à ce niveau essentielle liée à l'évolution, mais nous devons prendre en considération des niveaux d'organisation plus importants, et il va y avoir entre le singe et l'homme, j'y reviendrai, des traits communs au niveau du système auditif, mais à un certain stade, une divergence entre parole et musique, et c'est évidemment extrêmement important pour nous d'essayer de saisir où se situe cette divergence. Je ne traiterai pas de cette question, puisque j'imagine le colloque entier est dévolu, mais je voudrais souligner que pour cela, on est obligé de faire appel à des niveaux d'organisation qui sont supérieurs à ceux des simples circuits réflexes ou des simples représentations centrales, mais qu'on aborde des niveaux qui sont ceux non seulement de l'interaction sociale, mais également de la conscience, et également de la conscience sociale, c'est-à-dire de la communication consciente au niveau de la société. Et c'est ce qui se passe, évidemment, dans le cas de la parole et de la musique. Je voudrais aussi souligner que notre cerveau fonctionne non seulement d'une manière bottom-up, de bas en haut. Évidemment, quand on discute de parole et langage avec un neurobiologiste, a tendance tout de suite de se dire, eh bien voilà, il y a des mécanismes perceptifs, commençons par la perception. En fait, je voudrais dire que notre cerveau procède de manière différente. On sait à l'avance si on va entrer dans un dialogue, parler ou écouter de la musique, et que en fait notre cerveau fonctionne essentiellement en fait de haut en bas, c'est-à-dire qu'il est capable de former des représentations, d'élaborer des intentions qui vont orienter l'écoute vers la parole ou le langage. Et je tenais à souligner cet aspect-là qui est souvent oublié de l'approche neurobiologique ou de l'approche neurophysiologique, mais qui effectivement
a lieu lors de la perception de la musique ou de la parole. Donc, un cerveau qui est la synthèse de multiples évolutions et qui fonctionne de manière concomitante, de manière hiérarchique et parallèle, et de bas en haut et de haut en bas. Voilà peut-être une définition un peu simplifiée et simpliste du cerveau de l'homme, mais je pense qu'il faut prendre en compte ces divers aspects pour arriver à débattre de manière à peu près rationnelle, je dirais, et plausible de toutes ces questions, et en particulier d'avoir un dialogue interculturel entre spécialistes de disciplines différentes. Si on ne prend pas en compte ces aspects de niveau d'organisation, je pense que nous serons dans un dialogue de sourds. Or, justement, ce n'est pas du tout notre problème aujourd'hui. Alors, entre parole et musique, évidemment, il y a au départ la physique des sons. Je ne vais pas du tout détailler cet aspect-là des choses, et je pense que Christine Petit vous en parlera. Mais il est évident qu'entre la parole, le bruit, qui est évidemment aussi un type de son auquel nous sommes exposés en permanence, malheureusement, le chant et la musique, eh bien, les signaux physiques vont différer, bien qu'il s'agisse dans tous les cas d'ondes sonores et qui vont être perçues par notre appareil auditif. L'éventail des fréquences est évidemment extrêmement différent entre la parole et la musique, et même entre le chant et la parole. Ce qui va compter, c'est évidemment non seulement le spectre de fréquences, mais l'organisation de ces oscillations physiques qui vont être évidemment captées par l'oreille interne, mais surtout interprétées par notre cerveau. Et l'entrée des signaux sonores se fait évidemment par notre appareil auditif. Et je voulais souligner un aspect qui, évidemment, peut paraître tout à fait de bon sens pour les physiologistes, mais moins peut-être pour ceux qui ne le sont pas, c'est que tous les sons que nous percevons, qu'ils soient sonores, qu'ils soient de la parole ou de la musique, vont en fait passer par le même canal au départ. Et je crois que et ce canal est évidemment un canal physiologique, physique, que je illustre ici très simplement, parce que, encore une fois, Christine va vous le détailler. Mais ce qui m'importe à ce niveau, c'est de dire simplement que les sons entrent dans notre oreille et sont captés par des cellules sensorielles, et que la capture de ce signal physique transforme ce signal physique en signal physiologique, qui est un autre signal physique. Donc nous passons de vibrations sonores à des trains d'impulsions nerveuses qui vont entrer dans notre système auditif. Et ce que je voulais souligner, c'est que non seulement il y a un mécanisme de traduction physique, en quelque sorte, mais avec un changement de code, bien entendu, mais également que le nombre des cellules qui sont engagées, par exemple, dans la perception de cette œuvre de Messiaen que vous avez entendu ou pas entendu tout à l'heure, et ce nombre de cellules est évidemment extrêmement restreint. C'est-à-dire que tant pour la parole que pour la musique, un très petit nombre d'éléments sensoriels est capable de capturer l'ensemble des signaux qui sont ensuite traités par notre cerveau. Ces voies donc communes à la parole et à la musique montent jusqu'au cortex auditif. Et ce qui est important, c'est que ce cortex auditif commence à être assez bien connu. Le système visuel l'était beaucoup plus jusqu'à présent, grâce entre autres aux travaux de collègues comme Mortimer Mishkin ou Rochecker. Et vous voyez ici le cortex auditif chez le singe et l'ensemble des circonvolutions qui y participent.
qui, chose intéressante, se superpose pour partie avec le système visuel. Vous connaissez la synesthésie, hein, et le premier cliché que j'ai montré concernant Messiaen et Kandinsky était précisément délibérément choisi pour montrer que certains artistes mêlent justement la vision et l'audition. Et il existe aussi, dans le cas du système auditif comme dans le cas du système visuel, une cartographie cérébrale où on peut distinguer des voies dorsales et ventrales sur d'où ça vient et de quoi s'agit-il. Donc ici, il s'agit de cette cartographie du cortex auditif à partir de l'oreille jusque ce cortex auditif temporal, ces voies qui remontent jusqu'au cortex préfrontal où vont s'élaborer des synthèses. Et il est évident que chez le singe, eh bien, on ne distingue pas, à ma connaissance, des voies spécifiques centrales où la divergence se produit entre parole et musique. Les singes produisent des sons, des grognements, des cris variés, qui ont d'ailleurs servi à l'étude et à la différenciation de ces aires auditives. Donc il y a à la fois ici, en quelque sorte, mêlé musique et parole. La parole chez le singe, évidemment, est extrêmement restreinte, bien qu'elle soit, ces cris puissent avoir une signification très définie. Donc, où se produit la divergence entre musique et parole, puisque finalement c'est ça le but de ce colloque. Bon, je ne vous apporterai pas la solution, mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a une évolution considérable de l'organisation du cerveau entre le singe et l'homme. Beaucoup de ces études ont été faites pour l'audition, en particulier chez le singe, sinon ce sont des organismes inférieurs. Il y en a évidemment qui ont été faites chez l'homme, fort heureusement. Mais en ce qui concerne les voix, qui sont parfois assez mal connues encore chez l'homme, vous voyez la différence qu'il y a entre un cerveau de singe et un cerveau d'homme mis à la même dimension. Les aires auditives, après tout, vont différer relativement peu. Elles existent. Ces voix que je vous ai présentées également. Mais où se situe la différence? Où c'est surtout la divergence? La divergence, elle se situe évidemment au niveau du néocortex, qui s'accroît de manière considérable, 40 fois du singe à l'homme, du cervelet, qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui est tout à fait fondamental pour un certain nombre de fonctions dites cognitives, alors que le système olfactif, lui, a tendance à décroître. Donc, vous voyez, on entend et on voit mieux, mais on sent beaucoup moins bien qu'un chien ou qu'un singe. Donc, toutes nos facultés, en quelque sorte, ne s'accroissent pas au cours de l'évolution. Certaines se développent, d'autres diminuent. Et alors, ce que je voudrais souligner, c'est que chacun est familier avec l'idée de différenciation des aires du langage, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, que on retrouve ici. Mais on oublie aussi qu'il y a un autre aspect qui est très important entre le singe et l'homme, c'est la spécialisation hémisphérique. Chacun sait, musique à droite, langage à gauche, c'est une caricature. Je ne traiterai pas de cet aspect-là, évidemment, mais j'espère qu'il sera discuté à l'occasion de ce colloque. Et surtout aussi, évidemment, c'est tout à fait caractéristique ici, vous voyez une expansion extraordinaire du cortex préfrontal. Et si je me permets de souligner cela, c'est que cela va de pair avec des mécanismes d'intégration au niveau, sur lequel je vais revenir dans 30 secondes, et qui vont nous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui va faire la différence entre parole et musique. Donc, il y a donc cette évolution du cortex préfrontal, excusez-moi, il y a un C qui manque, qui accompagne le développement des fonctions cognitives et de la vie sociale, bien entendu, et des communications sociales, puisque parole et musique, c'est avant tout de la communication sociale. Alors justement, j'ai pris cette diapositive pour vous montrer qu'il y a donc des processus d'analyse complexes qui vont se produire entre parole et musique au niveau de notre cortex cérébral, qui ne se produisent pas chez le singe et qu'il va falloir comprendre et analyser. Et je voudrais dire aussi qu'il y a encore d'autres traits qui ne sont pas simplement ceux qui distinguent la parole de la musique et qui peuvent peut-être être mis en commun, comme le disait
Stanislas, qui aime toujours ramener les choses à des modules préétablis. Bon, c'est parfois l'objet de débat. Il y a ici un exemple assez amusant où vous voyez que le cerveau de l'homme, ici, va traiter de manière différente l'harmonie, la mélodie, le rythme. Et ça, simplement pour vous montrer qu'il y a non seulement divergence entre parole et musique, mais qu'il y a d'autres aspects encore plus élaborés qui sont traités par notre cortex cérébral. Alors, je voudrais terminer dans les 3 ou 4 minutes qui me restent pour répondre à Stanislas qui m'a demandé, surtout parle-moi un peu de l'harmonie. Bon, alors effectivement, on tombe là dans un domaine qui reste extrêmement spéculatif, qui est non seulement celui de ces synthèses mentales au niveau de notre cortex cérébral, dont j'évoquais tout à l'heure l'existence, en plus de ces aspects de diversification que j'ai essayé d'illustrer dans le cliché précédent. Au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre disons des bruits, des sons, la parole ou des cris, et la musique et la poésie, par exemple, qui sont effectivement des fonctions cognitives de haut niveau. C'est toujours cette phrase de Braque, j'aime la règle qui corrige l'émotion. Je pense que parmi les règles, je ne le discuterai pas aujourd'hui, j'ai fait tout un cours là-dessus, il y a évidemment cette règle principale qui est la règle universelle de l'harmonie, de la cohérence des parties avec le tout, de la composition, que Diderot avait déjà suggéré, le beau et la perception des rapports, le consensus partium. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, cette synthèse puisse se passer à un niveau de notre cerveau qui permet cette intégration, et avec Stanislas, on a proposé il y a déjà bien des années, disons que c'est le 10e anniversaire aujourd'hui, peut-être, de cette idée qu'il puisse y avoir, en plus de ces processeurs qui sont très divergents, qui traitent les choses dans le détail, que j'ai essayé d'illustrer par là, et on est loin d'avoir complètement déchiffré dans le cerveau de l'homme, loin de là, au contraire des systèmes de synthèse qui permettent de rassembler les informations au niveau de ce que nous avons appelé un espace de travail neuronal qui serait lié à des neurones pyramidaux dans notre cortex dont le soma est présent dans les couches 2 et 3. Neurones pyramidaux à axones longs qui vont interconnecter les divers territoires de notre cortex cérébral et donner accès. Il ne s'agit pas du tout ici de traiter la totalité de la conscience, soyez rassurés, mais déjà l'accès à la conscience est une chose qui est évidemment extrêmement importante et essentielle pour nous tous, et donner donc accès à l'expérience subjective d'être conscient. Alors, voilà une expérience qui est faite chez le singe, et donc il y a déjà les prémices en quelque sorte de cet espace de travail conscient, et on soumet le singe à ces accords consonants ou dissonants. Et évidemment, un groupe de physiologistes, Fishman est le premier auteur, a essayé d'enregistrer dans le cortex cérébral, le cortex auditif, chez le singe et l'homme, disons, les courants qui sont évoqués par ces accords. Alors vous voyez ici la différence entre accords consonants et dissonants, et ce qui est remarquable, c'est que c'est au niveau des couches 2 et 3, précédemment mentionnées, que se trouve la différence entre consonance et dissonance. Et donc, il puisse y avoir une intégration corticale qui se passe au niveau de cette ébauche de l'espace de travail neuronal conscient que j'ai mentionné tout à l'heure. Non seulement c'est vrai chez le singe, mais évidemment, bien entendu, chez l'homme. Et vous avez ici ces différences entre consonance et dissonance que l'on peut enregistrer avec des électrodes intracrâniales au niveau du cortex auditif chez l'homme. Mais, évidemment, ça ne nous donne pas entrer à cette bon, un petit peu de musique. C'est
corrélats neuronaux ici de l'harmonie de la règle de Pythagore chez l'homme, qui montre précisément, vous voyez, une contribution des aires frontales, variotemporales, mais aussi l'importance de l'exercice, puisque la différence est évidemment un peu plus importante chez les musiciens que chez les novices, d'où cet aspect épigénétique dont je parlais tout à l'heure. Également, Stanislas a mentionné cet aspect émotionnel, et je montre ici un travail de Zator, et peut-être qu'Isabelle Peretz reviendra là-dessus, pour montrer que ces synthèses mentales intègrent également, évidemment, les circuits émotionnels. Et ici, c'est les images cérébrales obtenues par le concerto numéro 3 en ré mineur de Rachmaninoff. Je ne sais pas si c'est un concerto qui vous plaît et qui vous émeut, mais chez certaines personnes, il entraîne des frissons, et ces frissons émotionnels se manifestent par des activations cérébrales qui non seulement font intervenir les cortex frontales, déjà mentionnés, mais aussi les circuits de... évidemment, nous avons entre le fragment des joncs, chez lequel vous pouvez voir ici cette complexité rythmique, et également reprise par évidemment, il y a une évolution considérable qui s'est produite du phragmite et du singe à l'homme, évolution génétique, origine de la culture, justement, qui fait la différence entre les deux types de production sonore que j'ai mentionnés tout de suite. Et est-ce que la ségrégation entre culture parlée et musicale, entre parole et culture, se produit au niveau de l'homo habilis? Voilà une question que je soulève. En tout cas, il est certain que la notion de consensus partium, de perception de l'harmonie, au moins sur le plan pictural, existait déjà chez l'Homo sapiens il y a 30 000 ans. Je vous remercie.